Salvatore Cagliaroni. Yo, man! Yeah! Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Animusique pour suivre le premier numéro de La Voix des Héros. Le principe de l'émission, vous emmener à la rencontre de tous ceux qui vous ont fait vibrer, qu'ils soient comédiens, chanteurs ou même réalisateurs. Tous les grands noms qui ont donné vie d'une façon ou d'une autre à vos héros préférés sont dans La Voix des Héros. Pour cette première émission, place à celui qui a incarné le héros de la plus connue de toutes les séries animées du petit écran, Goldorak. Daniel Gall, alias Actarus, nous a accordé un entretien où il revient, avec Alexandre et moi-même, sur sa longue carrière. Tout au long de l'émission, les génériques des séries marquantes sur lesquelles il a officié, et en bonus, quelques petites interventions où il reprend quelques-uns de ses personnages. Alors je n'ai plus qu'une chose à vous dire, bonne écoute. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Donc pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre carrière, de vos débuts? Est-ce que vous vous destiniez à devenir acteur? C'était une vocation pour vous? Je faisais des études de lettres classiques à Bordeaux et j'ai fait mes 2 bacs, ensuite propédeutique et puis j'ai commencé une licence de lettres. Et pendant ma licence de lettres, je faisais déjà partie de 3 compagnies de théâtre, la compagnie universitaire, une autre compagnie, plusieurs choses. Si bien que quand j'ai passé mon oral au mois de juillet en licence, le célèbre professeur Flotte m'a recalé en me disant « Vous avez fait trop de théâtre ?» Je dis « Oui, mais c'est pour vous. » Il me dit « Mais ça me donnera le plaisir de vous revoir en septembre. » Et en septembre, il m'a posé une grosse colle sur, je m'en souviens très bien, sur Lorenzaccio, et il m'a donné une mention. C'était, si je ne m'abuse, fin septembre, et le 2 octobre, date de mon anniversaire, j'ai pris mon vélo, je l'ai mis dans le train, je suis monté à Paris faire carrière. Voilà. Et donc votre premier rôle, ça a été quoi? Alors, mon premier rôle, c'est pas évident de... Au théâtre, télévision? Oui, non. Au début, pendant toutes les premières années, ça n'a été que du théâtre. J'ai commencé, la première année, j'étais inscrit au cours du Lin, pendant 1 an. Ensuite, je suis rentré à la Rue Blanche 1 an après, donc j'ai fait un cursus tout à fait normal. Je suivais en même temps les cours de Jacques Lecoq. Mime, acrobatie, danse, enfin tout. Plus je me payais ensuite les cours de danse de Gene Robinson. Mais mon premier rôle, je crois bien que ça a été, pendant que je prenais tous ces cours, ça a été élève comédien mime dans Ubu au TNP. Donc mon premier cachet, c'était au TNP de Jean Villard, dans Ubu. Oui, comme élève, comédien mime, on faisait tout, les soldats, les chevaux, les cavaliers, les guerriers, tout ce qu'il y avait dans Ubu, qui était une énorme mise en scène, et c'était vachement bien. Voilà, ensuite, quand je suis rentré au centre de la Rue Blanche, j'allais 1 fois par semaine jouer les Faubourgs de Scapin à Lille, j'ai Cyril Robichet. Donc j'ai commencé comme ça, voilà les débuts. Donc j'ai passé 2 ans en travaillant au cours. Dans le même temps, comme il me fallait une bourse, je faisais un peu de philologie grecque et d'histoire de l'art du Moyen-Âge à la Sorbonne, pour avoir ma bourse. Ce qui n'était pas évident parce que j'avais pas les moyens, quoi. C'était ric-rac. Donc 2 ans comme ça, j'ai commencé, dès la première année j'ai fait aussi quelques festivals, le festival de Sarlat, le festival de Vaujours, le festival en Touraine, avec plusieurs spectacles, donc ça démarrait relativement bien. Et puis on m'a envoyé en Algérie, et là j'ai perdu 31 mois quand même. Donc la reprise a été assez difficile. J'ai commencé au retour d'Algérie, je m'étais fait une fausse perme, j'étais allé tout casser à la maison de la radio pour passer l'examen. Ah oui, j'ai vraiment tout cassé dans le bureau parce qu'à un moment donné on vous met en liste d'attente. Là j'ai dit non, il n'est pas question, je rentre de l'armée. Bon. 8 jours après, je passais l'examen d'artiste radiophonique et j'ai commencé à faire pas mal de radio à l'époque, ce qui m'a permis de vivoter avec ma solde d'officier de la guerre d'Algérie. Il y avait des feuilletons à la radio, c'est ça? Oui, il y avait des feuilletons, il y en avait plein, oui, des feuilletons ou des dramatiques. Des dramatiques et des feuilletons, à l'époque on en faisait beaucoup. Puis le théâtre a redémarré petit à petit, j'ai commencé par une pièce de Tchekhov et puis d'autres.
Et puis, je sais pas comment vous dire, moi, je suis passé... Ah oui, non, je suis rentré au Vieux Colombier, où on a joué un an Lucrèce Borgia. Ensuite, je suis rentré à l'atelier où on jouait un Pirandello. Ce soir, on improvise. Là-dessus, on m'a engagé pour faire une tournée de l'Annonciata Marie et d'Antigone aux États-Unis, avec Daniel Delorme, Jean Davy, Jacques François, etc. C'était des tournées assez prestigieuses, c'était vachement bien. On partait 3 mois. Ensuite, je suis revenu au théâtre de l'Atelier, et puis ensuite, voyons que j'essaye un petit peu de me souvenir, parce qu'il y a eu beaucoup de choses entre-temps, il y avait pas mal... Oui, après, je travaillais avec Anouilh au théâtre Montparnasse, la petite Catherine de Heilbronn, et dans le même temps, en 1966, j'avais un copain avec qui on avait fait du théâtre, je ne sais plus dans quelle tournée, autre, et qui m'a convoqué pour faire un essai de doublage un samedi matin au Poste parisien, tout en haut des Champs-Élysées. J'avais jamais vu ça de ma vie, donc j'ai fait l'essai, c'était sur Les Incorruptibles. L'essai était moyen, bon, mais il se trouve que par hasard, un comédien que je connais bien depuis, n'a pas pu venir l'après-midi, donc j'ai fait son rôle. J'ai commencé par un rôle. C'est souvent une coïncidence. Ça a été oui, le hasard qui faisait bien les choses. Quelque temps après, il y a eu des auditions, des essais sur une grosse série qui était L'Homme de Fer, si je ne m'abuse. Bon, là j'ai été pris, puis sur la Grande Vallée, où tout Paris déclinait les 4 rôles principaux, puis il y avait un petit mec au milieu, il me dit, oh, bah, tu continues à le faire, du coup je l'ai fait, et puis c'est devenu le rôle principal de la série, dans Big Valley, et puis ça s'est enchaîné, ensuite c'était Iron Horse, et puis, et ainsi de suite, voilà, jusqu'à ce que vous connaissez mieux, puisqu'il y a un certain moment où il y a eu une reprise de L'Homme de Fer dans une autre société de doublage, qui était donc Synchro Mondial chez Jean-Pierre Stémer, qu'on s'est très très bien entendu, et que là-dessus est tombé, il y avait Michel Gatineau déjà, et il m'a dit, tiens, on a un dessin animé bizarroïde qui arrive, on n'est pas sûr qu'il sortira, on est même sûr qu'il sortira pas, parce que Madame Joubert trouve que c'est trop violent, mais enfin, allez, tu vas me faire le jeune premier, et c'est comme ça que j'ai commencé Goldorak un matin à 9h, sans savoir du tout de quoi il s'agissait, et une série comme une autre, voilà. Alors pour vous justement, Goldorak, vous avez ressenti ça comment quand vous l'avez vu la première fois? Ah bon, on s'est marré, on a trouvé ça sympa, on l'a fait dans la bonhomie, la bonne humeur, en plus comme personne ne comprenait le japonais, que la traduction était juste un résumé, Michel Gatineau avait eu le talent d'inventer des tas de mots, des tas de noms, on en changeait sur le plateau, on travaillait vraiment ensemble, et en plus, comme on ne savait pas si ça allait sortir, on s'amusait, on faisait notre boulot normalement, mais on ne s'était pas rendu compte de l'impact que ça allait avoir quand ça sortirait, mais pas du tout. Et quand c'est sorti, alors là, on a été un peu submergé par le succès de cette première série de dessins japonais. Voilà. Oui, parce que sinon, si vous ne m'arrêtez pas, je vais continuer. Oh, mais c'est un plaisir. Justement, à propos de Goldorak, ces dernières années, tant Jeanne Ball, qui interprétait le rôle de Vénisia, Jacques Berthier, le grand stratège Riga, Henri Djanik, Horos, sont décédés. Avez-vous eu l'occasion de les revoir ces dernières années? Et quels souvenirs gardez-vous d'eux? Ah, écoutez, il se trouve que Laurent Vallière m'a invité à France Inter il y a... je ne sais plus, en juillet, pour une émission sur Goldorak. Il avait bien potassé le sujet. Il m'a interviewé 1 heure, il en a gardé 2 minutes. Mais à la fin, il me dit, je me souviens très bien à la fin de l'émission, avec son petit cheveu comme ça, il me dit, voilà, j'ai fait une distribution des Goldorak, et il me sort une liste avec 25 noms à peu près. Je le regarde et je lui dis, parlez-moi. Je lui dis, je ne peux pas parler d'une distribution, c'est une rubrique nécrologique. Il y en avait, mais plus de la moitié, mais bien plus de la moitié qui sont décédés de cette époque. Et encore, vous m'en avez cité 2 ou 3, mais il y en avait plein d'autres. Oui, mais vous savez, à l'époque, moi j'avais 40 ans quand je faisais les Goldorak.
Il y en avait qui étaient déjà un peu plus âgés que moi, mais depuis, c'est vrai que moi j'ai assisté à beaucoup de décès de copains, que ce soit, Michel Gatineau, Michel Gatineau, Berthier et d'autres. Presque tout. Il y en a qu'un qui continue bien, c'est Guillermo. Oui. Mais qui a quitté le métier, puisque maintenant Vous le revoyez Non, il m'envoie tous les ans une petite carte pour que je mette du fric dans sa société, voilà, ce que je ne fais pas. Mais ça a toujours été un homme d'argent, donc c'est pas mon problème. Restez avec nous, la voix des héros revient dans un instant sur Animusique. Alcor, je me charge de détruire ce Golgoth à l'aide de Goldorak. Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. Il jaillit du fond de la mer, il bondit jusqu'à Jupiter. Qui est-il? D'où vient-il? Ce terrible géant des nouveaux temps. C'est Goldorak le grand Goldorak. C'est Goldorak le grand Goldorak. Il arrive du fond du temps comme un soleil éblouissant. Qui est-il? D'où vient-il? Ce merveilleux génie de l'infini. Il est né d'une galaxie aux frontières d'une autre vie. Qui est-il? D'où vient-il? L'invincible robot des temps nouveaux. Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps Depuis plusieurs années, les redoublages d'anciennes productions se sont multipliés. Ouais. Pourriez-vous nous faire part de votre opinion à ce sujet? Sur Goldorak, il n'y aura pas de problème. Non. Pas de problème, le moment, surtout du fait des procédures en cours de longue date entre Toei Animation, Jacques Canestrier en France, un salopard qui a sorti des DVD pirates sur lesquels on n'a rien récupéré, qui a déposé son bilan, alors qu'il a quand même gagné un fric fou sur nous. Mais il n'est pas question de ressortir, ni de rééditer, ni de redoubler Goldorak. En revanche, sur les autres, ça dépend complètement de ce qu'on appelle le produit. Il y a des œuvres qui méritaient d'être redoublées et d'autres, c'est une fantaisie complètement idiote. Mais il y a une espèce de goût de certaines majors pour un petit vedettariat maintenant que je trouve inutile. Il y a des très bons vieux doublages. Et puis il y en a qui ont une petite couleur ancienne, mais c'est pas désagréable. Non, du tout. Oui, moi j'aime bien. Oui, non. Puis pas seulement les redoublages, mais il y a eu d'autres phénomènes, comme vous le savez. Alors là, si vous me lancez, je ne m'arrêterai plus. Mais enfin, il y a eu la grève de 94-95 qui a fait des dégâts, et il y a beaucoup de gens. Vous étiez l'un des principaux leaders d'ailleurs. J'étais représentant délégué du secteur doublage du syndicat français des artistes interprètes, donc j'ai mené la grève, et ça s'est fait au SFA. Ce que les entreprises de doublage ne m'ont pas pardonné d'ailleurs, mais en dehors de moi, bon, j'étais le premier blacklisté, mais il y en a eu beaucoup qui ont été
vraiment blacklistés, qui sont revenus, on en est revenu, hein, on a redonné, je vois des copains comme Patrick Poivet, qui étaient mis sur la touche, et qu'on a rappelé parce qu'ils étaient bons, c'est tout, parce que c'était des bons comédiens, voilà. Ils sont demandés aussi, de toute façon, par la génération qui les a connus. Oui, enfin, vous savez, le public, il s'en fout un petit peu, hein, vous savez, là, une série avec l'acteur que je double dans Derrick, oui, qui a été filé à... Le personnage d'Harry Klein, oui. D'Harry Klein, qui a été fait pour me faire une vacherie, parce que j'avais eu un petit problème avec la société de doublage, et elle l'a confié à un acteur très scrupuleux, qui ne m'a même pas appelé, qui s'est jeté sur l'occasion. Je trouve ça, et M6 était un peu complice de l'histoire. Ils ont signé un blanc-seing sans trop savoir de quoi il ressortait. Cela dit, elle vient de perdre la série, elle est partie ailleurs. Mais ils n'ont pas encore changé l'acteur, mais j'espère que Harry Klein, qui était prévenu et qui ne trouvait pas ça très agréable, me redemandera s'il tourne encore. Et il tourne encore. Avez-vous eu l'occasion de rencontrer des acteurs américains tels que Bill Bixby, de Dr. David Banner dans L'Incroyable Hulk, ou bien encore Jerry Orbach, Lenny Briscoe dans New York District, à qui vous prêtiez votre voix? Alors, et le cas échéant, auriez-vous des anecdotes de ces rencontres? Non. Non, il se trouve que je doublais Hulk, donc Bill Bixby, et je venais de le doubler une journée, je me souviens, j'avais passé 6 heures en Audi, donc et je rentre le soir et je me balade du côté du Palais Royal. Et je vois un mec qui regarde l'affiche du Palais Royal, et je me dis, tiens, sa tête me dit quelque chose, mais j'avais 6 heures d'enregistrement, et je m'éloigne, je ne vais pas le déranger, puis je me retourne, je me dis, merde, c'était Bill Bixby. Et je reviens vers le Palais Royal, et il n'était plus là, donc je l'ai croisé. Quant à Jerry Orbach, je suis allé aux États-Unis il y a combien 8 ans à peu près, la dernière fois ou l'avant-dernière fois, je ne sais plus. Seulement j'étais pour 3 jours à New York, ensuite je rejoignais ma fille à Corning dans le nord de l'État, et j'ai téléphoné à son agent, et à ma grande surprise, il m'a reçu avec une gentillesse extrême, et je lui ai dit, écoutez, moi je suis de passage à New York, si je peux le rencontrer, ça me ferait plaisir. Bon, I'm the French voice. Et mec adorable me dit, écoutez, pas aujourd'hui, il tourne dans New York, il est injoignable, il tourne la série. Demain, c'est samedi, c'est pas possible, mais si vous me rappelez lundi, j'organise une réunion. J'ai dit non, lundi, je prends l'avion, je pars dans le nord de l'État, et ça ne s'est pas fait, alors que, bon, visiblement, ils organisaient ça d'une manière absolument ahurissante, parce qu'ici c'est beaucoup plus difficile, hein, mais vraiment très très simplement. Là-dessus, quelques années après, en effet, fin 2004, Jerry Orbach est décédé. Il m'a fait beaucoup de peine parce qu'en plus il me privait de boulot. Quand vous doublez des personnages comme ça, vous vous identifiez des fois à eux Là, j'en ai à 9 h du matin, on est prêt à mourir. Ou autre chose, je crois pas qu'il y ait une identification. Moi, je rentre dedans. Bon, Jerry Orbach, je suis rentré dedans depuis de nombreuses années, donc ça m'est pas très difficile. Harry Klein, pareil. Mais je m'identifie pas, je me soumets à lui. Je regarde l'image et je m'oublie moi. C'est tout le problème du doublage pour les comédiens, c'est vraiment une question d'humilité. Et je vois des comédiens qui ont... Et alors ça a été une mode, on a fait venir des gens qui tournaient à la télé ou au cinéma. Ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils passent devant l'image. Il faut savoir se mettre derrière l'image. On regarde l'acteur et on se met au plus près de lui. Pas seulement vocalement, mais intérieurement. Moi, c'est vrai que j'ai pas la même voix quand je fais Goldorak, je ne suis pas dans la même tessiture que quand je double Jerry Orbach. Ça, c'est évident, mais je le fais pas exprès. J'utilise pas la même palette. Et l'humour de Jerry Orbach, il m'a fallu rentrer dedans petit à petit, mais quand il n'y est pas dans l'écriture, je le retrouve moi, je change les mots ou choses comme ça, parce que on est habitué. Alors c'est peut-être une forme d'identification, mais c'est plus une adéquation, une soumission, une humilité, de se mettre au service total et de s'oublier complètement pour lui. Et là on peut être bien. Mais si on veut à tout prix être soi dans un doublage, c'est foutu.
Et on en a vu des exemples nombreux. Oui, non, mais c'est tout à très fait nombreux. vrai ce que vous dites Ben, là, dans les Disney notamment. Ben oui, avec cette course aux vedettes sur les Disney, sur les trucs, sur les machins. Bon, je prends le cas extrême, je vais pas taper sur des comédiens connus qui ont fait du mauvais travail, et il y en a. Mais quand on prend un David Douillet... C'est à lui que je pensais. Ben non, mais David Douillet, il avait 14 lignes. Nous, on met combien de temps? On met 2 minutes pour faire 14 lignes, 3 minutes. Il lui a fallu 2 jours d'enregistrement. Et le résultat Et on l'a dicté mot à mot. Ça a coûté 2 journées de studio, d'ingénieur du son, de ceci. C'est un scandale. Et c'est Plus son propre cachet. plus son propre cachet énorme. C'est idiot. Quand j'entends, je vais pas taper sur des comédiens connus, mais je sais même plus comment il s'appelle, le mari de la... Bon, je sais pas. Enfin, on l'a appelé pour doubler comme ça m'évite de dire son nom. Pour doubler un rôle important qui avait été déjà doublé d'ailleurs, mais sur un acteur, je sais plus, sur Matt Damon ou sur des mecs comme ça, je sais pas. Et puis à la télé, t'as dit, oh là là, non, je veux plus en faire. Ils m'ont fait refaire 4 fois le même mot, vous comprenez? Non mais attendez, c'est scandaleux. Au doublage, on le sait qu'on est là. Moi j'ai fait avec Sergio Leone, on a fait 105 prises sur un truc. Ben oui, ben oui. Il était présent pour un doublage. Oh là là. Mais oui, bon, non mais ça... Mais c'est la loi du métier. C'est ce que je disais tout à l'heure. On en revient là à une forme d'humilité par rapport à ce qui se passe à l'écran et de ne pas essayer d'être soi parce que ce comédien... et en plus, je trouve ça très plat parce que du coup, ils ne savent plus s'ils jouent ou s'ils ne jouent pas, s'ils sont eux ou pas. Ils ne se trouvent pas. Bon, c'est un métier. Et ça s'apprend. Moi aussi, j'ai souvent été très mauvais au début, mais on apprend à se coller à l'image. Et c'est ça le métier. Mais il y a des acteurs formidables au doublage. Ah oui. Non, mais il y en a beaucoup, il y en a plein. Non, c'est sûr. Restez avec nous. La voix des héros revient dans un instant sur Animusique. Je galopais dans la plaine, droit vers l'horizon. Je fuyais mes crimes et mon passé. Tu m'es apparu sur un escarpement rocheux. Ton pur sang noir et ta silhouette se découpaient sur le ciel embrasé du soleil couchant. J'étais fasciné. J'ai lancé ma monture à ta poursuite, par jeu, par défi, mais aussi parce que tes yeux avaient bouleversé quelque chose au plus profond de moi. Notre course a duré longtemps. Tu te laissais presque rattraper, pour mieux t'envoler dans un éclat de rire étincelant. Mes yeux, brûlés par la poussière de l'Ouest, dévoraient ton visage et ton corps. Tu étais belle, belle. Belle, comme seuls savent l'être les squaws Navarro. Les emblèmes de ta tribu étaient incrustés dans la robe de ton pur sang. Et tu riais, et je rêvais. Quand ils sont apparus sur la montagne, comme une dentelle de force et de violence, j'ai su que c'était la fin. Frères de sang, les Indiens Navarro ne pouvaient pas permettre l'intrusion d'un blanc sur leur territoire. Je me suis arrêté et j'ai regardé la mort en face. Et sous la pluie de flèches et de lances, j'ai vu une dernière fois ton cheval se cabrer dans le soleil, et je t'ai entendu rire et crier ta joie.
jouer dans une série qui va passer sur TMC, je crois. Une série d'Heroic Fantasy, non? Oui, elle passe actuellement sur TF6 et on recommence une nouvelle année début février. La légende du sorcier. Oui, voilà. Bon, c'était un gros truc. Et là, en plus, alors là, je suis content parce que comme ils me barraient tous depuis des années. J'étais content de voir votre nom. Non, mais chaque fois que je faisais un essai anonyme, on disait non, pas d'Enelgal, les chaînes. C'était marrant quand même. Et puis là, je sais pas, ils ont pas reconnu ma voix, je crois. Ou je sais pas. Non, enfin, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont fait renvoyer 4 épisodes dans la vue. Ils ont essayé, je ne dis pas combien, ni de nom, d'acteurs sur Paris, que dalle. En fin de compte, ils en ont refait des essais. Bon, c'est moi qui ai été pris. Je suis content parce que c'est un très beau rôle, c'est marrant, c'est en même temps très, très théâtre, très héroïque, mais très... il faut jouer, là c'est pas... Mais je rencontre des jeunes, là, qui sont formidables, mais formidables. Il y a des jeunes magnifiques, là. Ah oui, il y a des bons, là. Il y a des bons. Quand les conditions de travail sont respectées, ça dépend des boîtes, ça dépend... Des délais, surtout, malheureusement. Des délais, oui, et puis, enfin, ça dépend beaucoup de choses, quoi. Si le directeur artistique a obtenu le nombre de jours suffisant pour travailler en toute quiétude, ou sinon, quoi. Par rapport à l'époque de Goldorak, il y avait un soin vraiment tout particulier apporté au doublage à cette époque-là. C'est pas un soin, on avait beaucoup plus de temps. Il y avait beaucoup moins de doublage, il y avait beaucoup plus de temps, on travaillait en boucle, alors que maintenant tout est informatisé. Donc on passe de la boucle 1 à la boucle 55 en 3 secondes. Avant, on chargeait la boucle, on allait fumer une clope, on revenait, on faisait tourner, on avait tout le temps de faire le boulot. Maintenant, il faut du rendement. Justement, les prises de voix se faisaient à l'époque... pas séparément les comédiens des uns des autres, je veux dire, Ah non, on était tous sur le plateau. Actuellement, le danger des certains... Enfin, surtout sur les soaps, les mecs ils viennent pas, bon, ils ont autre chose à foutre, quoi, là, et alors on fait des tracks, des pistes, des trucs, des mixages hallucinants, et ça passe comme ça. C'est moins crédible. C'est beaucoup moins crédible. On ne trouve pas la même complicité qu'il y avait à l'époque. Non, on trouve pas ça. Il y a encore du soin sur le 35 mm. Là, quand même, on prend le temps. Mais sur les séries, c'est très très dur, hein, très dur. Et je vous dis, ça dépend du nombre de jours qu'on accorde au directeur. Cela dit, il y a des dépassements d'horaires tous les jours. On travaille dans des conditions de plus en plus difficiles, ça c'est clair. Dans le monde de la comédie, avez-vous une préférence particulière pour le domaine du cinéma, celui de la télévision, du théâtre ou bien du doublage? Et si oui, pourquoi? Dans le monde de la comédie, du théâtre, enfin mais c'est l'acteur en général. Voilà. Ah ben moi j'aurais toujours une préférence pour le théâtre. Ça c'est évident. Non, mais bien sûr, le théâtre on paye content, on est là. Bon, c'est beaucoup plus gratifiant évidemment qu'une journée de doublage. Mais je trouve que en doublage on a des vrais plaisirs. Moi, si on me propose une journée avec Jerry Orbach, je suis content parce que je vois un merveilleux acteur, que je prends mon pied là, non, c'est très agréable. Avec Goldorak aussi, vous avez pris votre pied? Oh, on s'amusait. C'était un petit pied parce que c'était quand même, ce n'était qu'un dessin animé. Oui, mais niveau histoire, comme c'était un peu c'était marrant, que ce qu'on voyait. Ah oui. Non, mais il fallait apporter son repas. Il y avait beaucoup de sentiments quand même. Ah, énormément. Non, mais là, c'est nous qui l'avons nourri parce que à l'image, il y a peu de choses. Il fallait vraiment l'apporter. Mais c'était vachement sympa, ça. Oui, c'était très agréable. Mais c'est vrai que je préfère doubler Jerry Orbach ou là Legend of the Seeker ou des trucs plus importants. Bon. Et puis c'est vrai que je préfère encore. Puis c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de dessins animés là. J'en ai fait un petit peu, mais pas tellement. Oui, je sais plus. Oui. Mais je préfère un personnage de fiction à un personnage de dessin animé quand même, personnellement. Pourtant, votre personnage a marqué, même 30 ans après. Oui, je sais, c'est rigolo. Je sais pas si est-ce que vous vous rendez compte un peu de l'impact que vous avez eu, que votre voix a eu Non, je m'en rendais pas compte. Je m'en suis rendu compte à la longue, par exemple, je sais pas, des copains, là, Thierry Attard, puis d'autres, machin, je sais plus que. Bon, m'avait invité à la Japan Expo il y a quelques années. Je suis allé très décontracté, comme d'hab, et je suis rentré sur un plateau, et il y avait, je sais pas, 400 à 600 personnes dans la salle. Et alors là, j'ai eu un choc parce que c'était des parents
les 35 ans, avec leurs gosses, et c'était les parents qui gueulaient, Goldorak, go, Corneau, Fulgur, ils me sortaient tous les trucs que j'avais oubliés. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Ou alors des petites anecdotes, je sais pas, bon, je sais plus, il y a combien, il y a pas si longtemps, quelques années, je sais pas, 3-4 ans, là, j'avais besoin d'aller dans le sud-ouest, je me précipite à la gare, à moto, à la gare Montparnasse, ça devait être un intérimaire, le caissier. Je lui dis, je voudrais un billet pour Bordeaux. Ah non, c'est complet, monsieur. Parlez-moi encore. Je lui dis, je voudrais un billet sur Bordeaux. Vous êtes la voix de Goldorak. Oh, justement, j'ai une place pour vous. Bon, des trucs comme ça, c'est vrai. Bon, ça m'arrive encore plein. C'est rigolo. J'ai râlé comme un malade à Canal+, parce qu'il m'a foutu des merdes, là. J'appelle le service, et le mec dit, oh, mais attendez, je connais votre voix, vous avez fait quoi? Je lui dis, ah bon, mais il m'a arrangé mon coup. Bon, c'est des petits trucs, ça. C'est des petits trucs, mais c'est marrant. Non, mais je vois, j'ai encore quelquefois des courriers, des blogs, des chats, des messages, ou des trucs comme ça, oui, c'est sympa. Oui, non, mais dès que vous êtes annoncé quelque part, de toute façon, sur les sites internet, sur les forums, tout ça, Daniel Gall, tel jour, telle heure. Mais je regarde pas tout ça, moi. Non, mais alors si je reviens sur les chats, les blogs, les machins, il m'est arrivé quand même de faire internet, je suis pas très doué, mais j'y arrive. Et en effet, là je vous parlais d'une autre casserole sur le feu, parce qu'il se trouve que bon, j'ai écrit un bouquin que vous avez peut-être vu là, c'est pour ça qu'on m'a appelé ce matin encore. Notamment, dont on a entendu. C'est pas un reportage, c'est surtout que, enfin, moi j'ai dû accompagner ma sœur et mon beau-frère qui sont partis se suicider en Suisse le 18 janvier 2008. Dans des conditions qui sont un peu remises en question actuellement, c'est pour ça que ça bouge. Et j'ai écrit un bouquin de témoignages sur cette association et sur la manière dont les choses se passent là-bas, qui ne sont pas du tout aussi reluisantes ni si dignes qu'ils osent le prétendre. Donc, je reviens au chat. Je ne vais pas vous parler du bouquin, c'est pas mon propos. C'est autre chose. Ça bouge en ce moment parce que la loi suisse va changer. Donc, ça bouge de partout. Je reçois des coups de fil de l'étranger, c'est rigolo. Mais à l'époque, j'ai vu des trucs, Daniel Gall, Goldorak, oui c'est bien lui, je l'ai vu à M6, etc. Et les mecs étaient très surpris qu'on puisse avoir aussi une autre vie que Goldorak. Non, pour nous, vous êtes Actarus, donc... Oui, Actarus, c'est ça, voilà, la voix d'Actarus. Mais ce qui est bien, c'est qu'ici, personne ne le sait, comme ça, moi je suis tranquille dans mon coin. On va le dire en sortant. Vous pouvez y aller, c'est pas grave. Et, non, par contre, ce qui est... j'aimerais bien que vous ne finissiez pas votre émission sur uniquement Actarus, mais en enchaînant sur la grève de 94-95, sur les 10 ans qui ont suivi, qui ont été 10 ans de lutte, de bagarre, de négo, dont 39 mois d'affilée pour arriver en 2005 à un accord que vous connaissez peut-être, qui s'appelle l'accord DADR, qui est enfin, pour la première fois en France, un contrat de propriété intellectuelle en même temps que le contrat de travail sur le plateau. Le contrat de travail, il n'y en avait pas non plus avant. Donc maintenant, on a un vrai... Convention collective aussi. Enfin, la convention collective, on a toujours eu, mais on l'a rénovée. Et l'annexe salaire est étendue, et on a réussi à faire étendre par le ministre l'annexe salaire, la convention collective et l'accord sur les droits, que nous sommes en train de renégocier, parce que tout s'arrêtait fin 2008, que depuis un an, on renégocie le renouvellement de tous ces accords. Et c'est quand même bien d'avoir maintenant un droit de propriété intellectuelle. Et donc, le droit de propriété intellectuelle, justement, concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que la loi de 85 dit on ne peut pas communiquer au public ni exploiter une œuvre sans l'autorisation écrite de l'artiste. Or, par exemple, là, je vais assigner France 3, car il diffuse d'Eric pour la plus de 3 millième fois, sans jamais avoir eu mon autorisation écrite. Ils l'ont acheté, on leur a cédé des droits, la société allemande n'a pas les droits, n'a pas mes droits. Donc, ça va aller loin. Et je fais ça parce que les Allemands ont refusé d'entériner nos accords. C'est les seuls. Les 4 grands Allemands, non. Les Américains ont payé, presque tous du moins, sauf un. S'agissant justement d'une œuvre européenne, leur rediffusion entraîne nécessairement la perception de droit par vous-même. Oui, ils ont refusé. Les Allemands ont refusé. Donc j'essaye de pousser pour obtenir la signature, au moins sur le code de la propriété intellectuelle, autorisation écrite, et ensuite sur l'accord des ADR, parce que quand on a signé l'accord des ADR avec tous les commanditaires, on leur a dit, mais c'est bien, mais vous n'avez pas payé votre loyer depuis 85. Donc on leur a fait payer le retard. Donc j'ai quand même récupéré, nous avons récupéré, pardon, je ne suis pas tout seul, il y avait quelques syndicats,
11 millions d'euros qu'on a redistribués à 5000 comédiens, ce qui n'est pas si mal quand même sur le retard de loyer. Mais maintenant, chaque fois que vous travaillez, vous avez un contrat à gueule bambou. On va couper ça. Non, regarde ça. Oh, Regarde, Bambou, c'est mon chien, comme ça tout le monde est au courant. Et, et on vous achète 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 50 ans de droit pour l'avenir. Et ça, c'est très bien. D'accord. Voilà. Qui est un salaire complémentaire, en salaire. Un droit de concession, voilà. Un droit de cession. De concession. De cession. De concession. Non, Vous, non. vous gardez votre droit, mais Oui, vous mais- l'autorisez pendant une certaine période. C'est de une, concession. c'est une cession de droit. Normalement, Alors, ça s'appelle concession de droit. moi, j'ai refusé le mot cession et le mot concession en négociation. J'ai toujours dit, nous négocions, Pour une durée. nous autorisons pour une durée de temps. Voilà, c'est ce que j'ai fait écrire dans le texte. Voilà. Non, on ne contredit pas. Non, pas du tout. C'est un juriste, donc Mais je suis très content qu'ils disent ça, au contraire, c'est tout ce que j'ai défendu longtemps. Et puis autour de la table, ils disent, bah, attendez, c'est une session de droit, faites Non, pas rigoler. non. J'ai dit, non, mais vous savez très bien, si vous connaissez la loi, le 212.3 et le 212.4. Et le 212.4, moi je prétends qu'il n'est pas irréfragable. Oui. C'est-à-dire que le 212.4, qui est une présomption de cession Voilà, de voilà. droit, quand on réalise une œuvre audiovisuelle, mais dans le doublage on ne réalise pas, c'est une mosaïque, on apporte un plus. Voilà. Donc ce n'est pas irréfragable. Restez avec nous. La voix des héros revient dans un instant sur Animusique. Sous les éclairs d'un soir d'orage, un homme perd son vrai visage, ses yeux blancs de nuages s'éclairent. Dans ses colères, il se transforme pourtant le cœur d'un homme. Jamais, encore jamais, ne l'a quitté. Ne te fie pas aux apparences, les supports sans défense gris, mais dans son cœur il pleure. Sous les éclairs d'un soir d'orage, un homme perd son vrai visage, ses yeux blancs de nuages s'éclairent. Alors à toi de le comprendre, à toi de le défendre, n'aie plus si peur de lui. C'est ton ami. Monsieur McGee, ne me mettez pas en colère, ou sinon vous pourriez le regretter.
Goldorak, vous avez permis aussi d'enregistrer des disques en fait. Vous avez enregistré des... Ah, ça a été toute une histoire, cette histoire-là. Oui. Ils nous ont proposé d'enregistrer un disque. Il se trouve que, à l'époque, bon, j'étais déjà syndicaliste et j'ai dit d'accord, mais on veut des droits sur le disque. Oh non, bon. Et tout le monde a accepté, sauf deux. C'était, je sais plus qui, et moi. Et le jour de l'enregistrement, on est allé enregistrer le disque, et ils nous ont dit alors, j'ai dit non, j'avais un contrat. Oh, fous-nous la paix, on a la chance de faire un disque sur Goldorak. J'ai dit non, je veux un droit, je veux des pourcentages, comme un phonogramme normal. Et on a obtenu 7%, normal, hein, 7,5, 7, oui. Tout le monde a signé, tout le monde a été content. Le disque s'est pas vendu beaucoup. Hein. Oh, quand même. Oh, j'ai touché des clopinettes, et je m'en foutais. Ce que je voulais ce principe. Et alors, on s'est battu comme des chiens pour ça. Les 3 autres séries japonaises qui ont suivi, qui s'appelaient je ne sais plus comment, etc. Les mecs l'ont fait au forfait. Hein, alors, c'est décourageant, quoi. Ça, puis j'ai fait un autre petit disque il y a longtemps. C'était quoi? Oh, ça s'appelait, je sais même plus. C'était en 45 tours où je disais des textes sur des musiques. C'était déjà du slam rap à l'époque. On va retrouver ça. Ah, mais vous l'avez sur Internet. Hein. Je dois l'avoir quelque part. On diffusera peut-être. Ça avait un nom vaguement hispanisant, là. C'était... Non, Viva la Muerte. Ça c'est mon seul disque. Est-ce que vous avez le souvenir d'une série que vous avez doublée qui s'appelle XOR? Non, j'ai pas de souvenir. C'était une série avec acteurs, en fait, japonaise. Oui. Je sais que je l'ai fait. J'ai un petit fan qui m'a envoyé plein de CD, puis une couverture où il m'a mis... je l'ai quelque part, non, je sais pas. Moi, je l'ai peut-être. J'ai pu m'envoyer des trucs. Je savais même pas que j'avais fait ça. Si, vous faisiez le personnage de Carex dedans. Eh ben, voilà ce qu'il m'a envoyé. C'est ça, là? Voilà, exact, c'est ça, oui. Et voilà. C'est ça. Alors, un mec, il m'a envoyé ça. Alors, il m'a envoyé ça. C'est gentil, hein? Alors, il y a l'homme de fer d'Eric Goldorak, l'incroyable Hulk, Booba, Jace, je sais pas ce que c'est. Mais vous avez fait le Conquérant de la Lumière. Oui, bon. Quelques épisodes. Voilà. XOR, New York District. Enfin, il m'a envoyé un truc comme ça. Bon, c'est très gentil, voilà. Il m'a mis tout ça, comme ça, voilà. C'est un gentil petit mec, je crois qu'il habite à Poitiers. Il est venu plusieurs fois sur le plateau. Le plateau de doublage. Ah oui. Oh, bah, là-bas, quand c'était à Épinay, c'était un peu porte ouverte, donc il n'y avait pas de problème, quoi. Mais non, et Booba, je ne le savais pas. Alors c'est rigolo, Booba, parce que c'est mon petit-fils qui un jour écoute Booba, comme ça. Il dit, tiens, c'est la voix de mon grand-père. Alors... mon fils me dit, papa, t'as fait ça? Je ne savais pas, mais sans doute, oui. Justement, sur Dubaï, il y a eu un redoublage, oui. Il y a eu un redoublage. Il y a eu un redoublage. Parce qu'il y a un problème de droit, je crois que c'était par rapport aux musiques, ou je ne sais pas. Parce que l'insertion d'un générique, le générique de Jean-Jacques Debout à l'intérieur. Ah bon, j'étais pas au courant de ça. Personnellement, j'ai gardé d'autres versions, parce que oui, je préfère. Oui, j'étais pas au courant, je savais plus. Ah oui, non, le papa. Mais je sais que mon petit-fils il a le DVD. Pas moi. Bon, on fera un cadeau du coffret DVD. Non, je les garde pas, moi, ça. Non. Vous regardez jamais à la télé Non. J'aime pas trop les séries doublées. J'en regarde un peu, surtout que je trouve qu'il y a quand même quelques séries américaines qui sont bien foutues sur le plan du scénar. C'est étonnant, quoi. Justement, lesquelles, par exemple? Eh ben, à ma grande honte, je vais avouer que je trouve les scénars de 24 heures chrono diaboliques. Je trouve ça au niveau du scénar, hein, en plus. Alors bon, c'est à peine plausible, à peine crédible leur histoire. On s'en fout. Il y a un rythme, il y a une écriture. Dont on ferait bien de s'inspirer quelquefois, quoi. Où je trouve que j'ai regardé quelques épisodes, ma compagne a regardé aussi de Desperate Housewives, c'est bien foutu. Les personnages sont fouillés, travaillés, il y a un environnement. Je dis qu'au niveau du scénar, ils sont quand même très très forts, quoi, voilà. Mais c'est vrai que je suis toujours un peu gêné par le doublage, personnellement, c'est idiot, mais j'aime pas trop, je reconnais les voix de tous les copains, quoi. Je vois leur tête. Non, puis j'aime bien la VO quand même. Ouais. Mais alors, je voulais une petite anecdote, ça me fera plaisir. Mais écoutez, à l'époque où je doublais Goldorak, j'habitais dans le 5e arrondissement et mes deux gosses allaient à la petite école. Et chaque fois que j'allais les chercher, à midi et le soir,
toute la classe, Goldorak, Goldorak, enfin ils gueulaient, tout ça, c'était assez sympa, assez rigolo. Et puis un mardi, je crois que c'était un mardi, ou mercredi, je sais plus. Je vais les chercher à midi, et silence plateau. Je me dis, qu'est-ce qu'ils ont? Je prends mes gosses, je traverse la rue, il y a une petite fille qui traverse de l'autre côté de la rue, qui me regarde de loin et qui me lance. Assassin! La veille, je pensais pas que les gosses regardaient ça, j'avais fait un 5 dernières minutes où je jouais l'assassin. Et j'ai cassé mon image de marque dans l'école maternelle, ils ne m'ont plus appelé Goldorak jamais. C'est drôle, non? Et ils ont encore regardé les 5 dernières minutes, ça c'est pas trop... Mais c'est scandaleux. Mais la moitié de la classe, les gosses avaient vu les 5 dernières minutes. Bah oui, mais ça c'est la mauvaise éducation. En maternelle en plus? Hein? En maternelle, c'est Non, ça? non, pas en maternelle, en primaire. Non, pas en C'est maternelle. pas franchement mieux non plus. Non, c'est quand même, non, c'est à moins de 10 ans, quoi, tous. Non, ils avaient 7 et 8 ans, c'est M2 ça, non? Non, c'est plutôt CE1. CE1, voilà, c'est ça. Et justement, à la fin des années 90, puisqu'il y a eu les 2 films de Goldorak qui ont été doublés, à savoir L'attaque du Dragosaure, ainsi que Goldorak versus Great Mazinger, avez-vous éprouvé des difficultés à vous replonger dans le rôle d'Actarus Les trucs qu'on a refait, le truc qu'on a retrouvé après. Les 2 films. Alors là, attendez, oui, les 2 films. Alors ça, c'est une aventure que je suis pas prêt d'oublier, parce que je suis convoqué par une boîte que je ne connaissais pas. Donc pas la boîte où on l'a fait d'habitude. Oui, mais c'était pas ça s'appelait. À l'époque, ils m'ont pas dit même qu'ils appelaient Schinkel. Je l'ai appris après. J'ai reçu un truc du studio Temps. J'y suis allé, je ne pouvais pas refuser. Et puis je me trouve, je le dis carrément, face à un directeur artistique qui me hait depuis 40 ans et que je hais depuis 30 ans. Quel bonheur. Il n'aime pas les syndicats, il a travaillé au noir, c'est un salopard, je le dis, il peut m'écouter. Et j'arrive et c'est lui qui devait diriger. Je lui dis, aïe, comment va-t-on faire? Il me dit, faites votre boulot. Il s'est mis à la table, on ne s'est pas parlé. Il m'a laissé faire. Donc, mais je lui dis, où sont les autres comédiens? Et ils viendront après. Je lui dis, mais attendez, moi j'aime bien travailler avec tout le monde là. Non, ils viendront après. Faites votre boulot. Donc, dans la matinée, j'ai enregistré les 2 épisodes là. J'ai retrouvé ça d'instinct très très facilement. J'avais aucun problème. Par contre, il est parti aux toilettes, et là, je suis allé voir qui était la distribution, sur sa feuille. Et il y avait que des jaunes. Ça a été doublé par des petits salopios de jaunes, c'est-à-dire des mecs qui travaillent au noir. Donc, j'étais le seul payé avec contrat et autres. Il y a eu Jeanne Val, Il y a eu Jeanne Val, oui. Je sais pas. Elle a été reprise, mais c'est une des rares. C'est peut-être même la seule. Alors, pas le jour où j'y étais. Cela dit, oui, non, mais je ne l'ai pas vu. Bon. D'accord. Donc vous avez enregistré chacun vos répliques? Absolument. Moi j'ai enregistré tout seul. Et j'ai vu les noms, parce que je les connais, les gens qui vont dans la nuit, dans les studios, travailler au noir. Donc j'étais furieux. Par contre, j'ai aussi redoublé un Hulk, après coup, ils ont retrouvé un truc. D'accord. Mais là, je l'ai doublé dans des conditions tout à fait normales. Et j'ai même redoublé un d'Eric qu'ils avaient oublié dans les tiroirs. Ce qui fait que j'ai enterré 3 d'Eric. Michel Gatineau, je lui ai fait quitter le plateau, il était mourant, quoi, extraordinaire. Ensuite, on a pris Jean Michaud qui a fait les 100 derniers. Et puis, pendant la négociation, un jour, le petit juriste d'Abbé me dit, on a retrouvé un d'Eric dans les tiroirs. Et Salva, qui dirigeait la Sophie qui vient de mourir, vient me voir et me dit, t'as un moment de libre? J'ai dit, oui, surtout que tu ne m'as plus fait travailler depuis 25 ans, donc je suis tout à fait libre, tu veux les diriger, mais bien sûr. Et la veille, on me dit, tu viens de telle heure à telle heure, et il a filé la direction à un autre, bien sûr, un de ses séides. Et j'ai dirigé parce que le mec, il connaissait pas la série. Donc, on a refait ce dernier truc, qui est le seul pour lequel j'ai signé, effectivement, un contrat de propriété intellectuelle. Donc il n'y avait que vous dans le casting, en fait. Mais non, et on a pris Henri Poirier, parce qu'il y avait plus de... Et peu après, Henri est mort aussi. Donc moi, dès qu'on travaille avec moi, c'est dangereux. Non. Vous dites ça pour nous faire peur. On travaille pas là, on s'amuse. Voilà. J'aimerais bien que vous parliez un peu de Michel Gatineau, justement, parce que c'est une voix qu'on, personnellement, je trouve extraordinaire. Ben Michel, non, mais non seulement Michel était un bon comédien, mais en plus, c'est un bosseur phénoménal. C'est lui qui traduisait et qui écrivait les Derrick.
Et je peux vous dire que c'était absolument synchrone et très bien travaillé. Et je l'ai vu, parce qu'après sa mort, on en avait une dizaine qu'il avait préécrit, et après on est tombé dans l'écriture normale, et c'était beaucoup moins bon. Donc ça, sur Goldorak, il a fait un gros boulot d'écriture, sur Derrick, un énorme boulot d'adaptation. En plus de ça, Michel avait une qualité, on s'entendait pas du tout politiquement, mais on s'estimait beaucoup tous les deux. On bouffait tous les jours ensemble, on s'engueulait royalement, et sur le plateau, c'était l'entente cordiale, et c'était très bien. Et Michel avait une qualité, en tout cas pour Derrick, c'est qu'il est droit. Il a un phrasé tout droit, direct, propre, correct, comme ça. Il ne fait pas de fioritures. Moi, je sais qu'après, j'ai dirigé les quelques Derrick qui ont suivi. Après, on les a donnés à un autre, parce que j'étais trop cher, la direction. Mais, et Jean Michaud, que j'aime beaucoup. Mais Jean Michaud est plus ou moins d'origine un peu italienne, et il a une voix qui chante. Et il n'a pas les finales droites. Et je me suis donné un mal de chien pour lui dire, Jean, ne chante pas, parle droit, ferme toutes tes phrases droit, comme Gatineau. Flam, flam, flam. Derrick, c'est comme ça. Et bon, et on s'est très bien entendu. Moi, on s'aimait bien, les gens. Son épouse m'a encore appelé récemment. J'ai beaucoup de tendresse pour les deux, voilà. Alors pour conclure, est-ce que si on vous propose de reprendre un ancien rôle comme celui d'Actarus, ou pourquoi pas Bill Bixby, malheureusement est décédé aussi. Donc, il est mort aussi. Oui, oui. Mais par exemple, s'il y avait une nouvelle série. série. Ils sont morts, Jerry Orbach et Bill Bixby, d'un cancer de la prostate. Paix à leur âme. Ah oui. Donc, oui. Oh, ouais, la mienne. Bon, alors. Donc s'il y avait une nouvelle série de Goldorak, est-ce que vous seriez prêt à reprendre votre rôle? Ah ben oui, bien sûr. Ah oui, ça m'amuserait. Oui, mais je l'ai vu encore quand on a, je sais plus à quel truc, ils ont fait une autre réunion là dans le Marais sur les trucs. On m'a demandé de faire le clown évidemment, à France Inter également. Ah oui, je retrouve tout à fait tout de suite la voix de Goldorak. Alors est-ce que vous pourriez nous faire un petit Goldorak Go? Goldorak, go, Corno Fulgure, Astéro H. Voilà, enfin tous ces trucs-là. Merci. Restez avec nous. La voix des héros revient dans un instant sur Animusique. Ixor, les Sirex ne permettront jamais que tu puisses retrouver ton père Bolzar. Shérif de l'espace, son domaine, c'est notre galaxie. Sur la terre, il est comme toi et moi. Dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. Ne crains rien, il nous protégera. Amour en beau, il change de peau. Quand de l'espace vient la menace, il joue sa vie. Pour ses amis, il se bat. Le shérif de l'espace. Son domaine, c'est notre galaxie. Sur la terre, il est comme toi et moi. Dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. Ne crains rien, il nous protégera. Ses ennemis ont bien compris que lui vivant, ils seront perdants. Et il attaque, et il traque sans mépris. Sur son roller sky, il livre bataille. À coups de laser, il défend la terre. Seul contre tous, il les repousse les Cerex. Le shérif de l'espace. Son domaine, c'est notre galaxie. Sur la terre, il est comme toi et moi. Dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. Ne crains rien, il nous protégera. Pieds et poings nus, il se bat kung fu. Vrai samouraï, il ne fait pas de détails. Vif comme l'éclair et la lumière, il bondit. De son vaisseau, il part à l'assaut.
il nous protégera. Le shérif, shérif de l'espace, dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. Ne crains rien, il nous protégera. Le shérif, shérif de l'espace, dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. Ne crains rien, il nous protégera. La Voix des Héros, c'est fini pour aujourd'hui. Merci encore à Daniel Gall de nous avoir reçus. Je vous donne rendez-vous très vite pour le numéro 2 de l'émission où un grand chanteur sera à l'honneur, Michel Barouille. On se quitte en musique avec Goldorak et Enrique, et surtout, restez branchés sur notre antenne car, vous le savez, la musique continue. Va combattre ton ennemi, il est moins vaillant que toi. Goldorak pour notre vie, je suis sûr que tu vaincras. Toi, le prince de l'espace, le champion de la terre, tu vas sauver notre race, nous redonner la lumière. Pour l'amour des oiseaux, des fleurs, et pour l'amour des enfants, tu seras vainqueur des géants, des méchants. Goldorak, tu es plus fort que les anges de la mort. Goldorak, go! Goldorak, tu es plus fort que la mort. Va défendre notre planète, elle a tant besoin de toi. Au-dessus de notre tête, tu mèneras le combat. Toi, le prince des étoiles, chevalier solitaire, c'est pour combattre le mal que tu vis sur notre terre. Pour l'amour des oiseaux, des fleurs, et pour l'amour des enfants, tu seras vainqueur des géants, des méchants. Goldorak, tu es plus fort que les anges de la mort. Goldorak, go! Goldorak, tu es plus fort que la mort. Pour l'amour des oiseaux, des fleurs, et pour l'amour des enfants, tu seras vainqueur des géants, des méchants. Goldorak, tu es plus fort que les anges de la mort. Goldorak, go! Goldorak, tu es plus fort que la mort. Alors, Albator, quelle ironie! Yo